Deuxième centre, défenseur droitier, papier sablé, prolongation de contrat de Lane Hudson. Kent Hughes a du pain sur la planche cet été pour s'assurer que son équipe ne prenne pas un pas de recul dans sa reconstruction après la surprenante saison 2024-2025. Sauf qu'avant de parler de tout ça, Hughes a un autre dossier qu'il devrait régler qui pourrait lui ouvrir la porte pour tout le reste. En effet, le premier dossier de Kent Hughes n'est pas celui que tu penses. Un dossier de 10,5 millions qui pourrait avoir des répercussions sur Lane Hudson, Ivan Demidov en passant par le fameux deuxième centre. Juste ça. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Je vais être honnête avec vous, depuis qu'il a... pas pris sa retraite, là, mais tu sais, je ne pensais jamais que le contrat de Carey Price deviendrait un réel enjeu. Price n'a pas joué depuis le printemps 2022 et on le sait, à cause de sa blessure au genou, il va jamais remettre les grosses pattes dans la Ligue nationale de hockey. Il a 37 ans, il est complètement retiré des activités de l'équipe. Même, dire, il est retourné en Colombie-Britannique. Là, fait que, pas mal certain que tu peux pas faire comme la majorité d'entre nous et travailler à distance quand tu es un gardien de but professionnel. Hein? Hein? Malgré tout ça, son contrat de 10,5 millions compte encore sur la masse salariale du Canadien pour une dernière saison. Et il y a une seule raison pourquoi je dis que je m'attendais pas à ce que le contrat devienne un problème ou un enjeu ou peu importe pour le Canadien. C'est que je croyais que l'été 2026, celui où le contrat de Price se termine, serait le premier où le CH voudrait à nouveau réellement faire des mouvements de personnel lui permettant d'aspirer aux séries, à s'améliorer, bref, à devenir une bonne formation. Sauf que, en raison du parcours 2024-2025 de l'équipe, le CH semble pour le moment du moins en avance sur le plan initial. Nick Suzuki est un vrai joueur de centre de premier trio pouvant mener une équipe. Lane Hudson a des allures de futur nommé au Norris. Ivan Demidov pourrait éventuellement être le meilleur joueur de tout ce beau monde et tout indique que l'avenir, tant à court qu'à moyen terme, pourrait être rose à Montréal. En fait, à moyen terme, ça prendrait vraiment un désastre pour que le Canadien devienne les prochains Sabres de Buffalo, mais bon, ça pourrait arriver. Là. De toute façon, comme disait le capitaine Charles Patnaud, le commandant du Romano Fafard, il faut pas crier victoire avant de mettre la peau de l'ours en avant des bœufs. Donc, le fait que le Canadien veut probablement poursuivre sur sa lancée et être bon la saison prochaine, et comme il ne reste qu'une seule saison au contrat de Price, c'est vraiment pour aider l'équipe à court terme qu'on envisage la transaction de Price, et ça semble même être une option qui handicaperait pas l'équipe à long terme. Un peu ce qui est la peur encore de Kent Hughes quand je dis que l'équipe veut probablement être bonne l'an prochain. Hughes le répétait encore une fois à son point de presse de fin de saison. Oui, mais il faut encore faire preuve de prudence pour le Canadien de Montréal et pas mettre la charrue devant les bœufs et justement devenir les prochains Sabres de Buffalo. Quoi. Mais pourquoi donc échanger Price? Peut-on pas simplement le placer sur la liste des blessés à long terme comme on le fait depuis 2021 et dossier clos? Oui, mais non. Mais tout juste avant de te dire pourquoi, on frôle dangereusement les 17 000 abonnés sur cette chaîne. Alors toi, oui toi, navigateur du web en quête secondaire pour trouver du bon contenu sport en français et indépendant sur YouTube, prends 0,5 secondes de ton temps, aide ton boy et abonne-toi. Ça coûte rien. Puis t'as probablement eu le temps de le faire déjà. Là. Sinon, je serais pas fâché. Tu vas avoir fait de la peine à Jean-Loup Duval. C'est chiant, ça. Donc, pourquoi ce dossier est-il prioritaire pour Hughes et qu'on fait pas juste placer Carey sur la liste des blessés à long terme à nouveau? D'abord, il y a cette conception légèrement erronée qu'on peut placer n'importe qui sur la liste des blessés à long terme et que le problème est réglé, on sauve le montant du contrat. En fait, quand un joueur est placé sur la LTIR, ça permet à l'équipe de dépasser artificiellement le plafond salarial, mais pas de sauver de l'argent réel. Voici un peu comment ça fonctionne. Le joueur blessé doit rester au moins 10 matchs et 24 jours de calendrier sur la liste. Dans le cas de Price, c'est réglé. Une fois sur la LTIR, l'équipe peut excéder le plafond jusqu'à concurrence du salaire du joueur blessé, mais seulement si elle est déjà très proche du plafond. Prenons donc l'exemple qui nous intéresse, celui de Carey Price. Il compte pour 10,5 millions, right? Si le CH est à 500 000 du plafond, il pourrait donc excéder celui-ci jusqu'à 10 millions de dollars.
C'est pas une libération directe du cap, mais plutôt une permission spéciale de le dépasser. Donc, le Canadien ne peut pas juste dépasser le plafond de 10,5 millions, envoyer Price sur la LTIR. C'est un peu plus complexe que ça. Deux choses qui découlent de ça. Une à court terme, une à moyen terme. À court terme, le Canadien a seulement 8,7 millions de marge sous le plafond salarial, en plus des bonnies de performance qui viennent gruger de cet espace-là. Emil Heinemann et Jayden Struble sont agents libres avec restriction. Ils risquent d'occuper quoi? Peut-être près de 3 millions de ce montant-là. Struble risque de signer un contrat semblable à celui de Harbert Jacquet qui touche 1,3 million. Et Heinemann, je m'attends à ce que ce soit dans ces eaux-là, peut-être plus ou moins quelques poussières. On s'entend donc qu'il ne reste pas tant d'argent que ça pour un joueur de centre, de la profondeur en défense. Parenthèse ici, d'ailleurs, quand on regarde ça, là, voyez-vous pourquoi, même si oui, Christian Dvorak a eu une saison au-dessus des attentes, leur signer plutôt que faire confiance à un jeune joueur sur un contrat d'entrée, c'est pas tant une bonne idée. Tu as déjà Gallagher, Anderson, Newhook, parce que oui, j'assume que Newhook va être bottom 6. Evans sur des contrats de près de 3 millions, en fait 3 millions ou plus sur tes trios de soutien. C'est beaucoup de bidou, ça. OK, on retourne à nos moutons. À moyen terme, quel est le problème? Entre autres, les bonnets à la signature. Quand une équipe dépasse le plafond avec l'aide de la LTIR, comme le fait le CH avec Price, l'argent des bonnets à la signature compte sur le plafond salarial la saison suivante. Et pour la prochaine saison, 25-26, le Canadien est la deuxième équipe de la Ligue qui a le plus d'argent de boni qui vient compter sous son plafond à 1,752 millions, ce qui est quand même un montant relativement substantiel. Et pour vous donner une idée, Ivan Demidov, à lui seul, a à son contrat des bonis qui peuvent atteindre 2 millions la saison prochaine et donc être reportés sur l'autre saison d'après, et 3 millions la saison suivante, et donc encore une fois, d'être pelleté en avant à l'autre saison. Le Canadien va en s'améliorant. Cet argent futur-là commence à être de plus en plus important dans le portrait pour Kent Hughes versus quand on était dans les bas-fonds et on n'aspirait pas à faire les séries. Si Ivan Demidov, à l'an 3, atteint une majorité de ses bonis, et là, soudainement, tu as un 2,5 millions qui compte sur l'autre saison, c'est ça, au plafond, au prix où il va être rendu, ça va être un joueur de troisième, quatrième trio, tu sais, commence à être de l'argent. Là. Échanger Price, bon, soyons honnêtes, échanger le contrat de Price, là, je veux dire, il joue plus. C'est pas la seule solution pour Hughes, mais c'est la plus simple. Échanger Patrick Laine, il a toujours une liste de 10 équipes où il peut être transigé à son contrat, et même si c'est juste pour un an, peut-être qu'il faudrait retenir du salaire. Aussi, même si plusieurs d'entre vous voulez passer à autre chose dans ce dossier-là, personnellement, je pense que Patty Laine est pas mal plus utile pour encore un an avec l'équipe. Tu as encore besoin de talent, je le garde. Pour ce qui est de le racheter, oubliez ça. Ça, c'est comme pas payer sa carte de crédit au complet tous les mois. Ça coûte plus cher que ce que la banque te fait croire. Payez vos cartes, les jeunes. Ben oui, ton boy Max. Viens pour le contenu hockey, reste pour le Pierre-Yves McSween des pauvres. Bonjour Pierre-Yves. Qui d'autre est transigeable? Kirby Dach? OK, mais c'est 3,3 millions, pas mal moins que 10,5. Alex Newhook? 2,9. Dans ces deux cas-là aussi, t'abdiques. C'est une transaction de ce style-là. Je pense qu'il serait plus susceptible, ces deux joueurs-là, de passer dans une transaction hockey. Mais bon, ça, c'est pour un autre dossier. Mike Matheson, 4,85 millions. Ça commence déjà à être un peu plus intéressant, mais même chose que Patrick Laine, à mon avis, tu as encore besoin de Matheson. Et encore une fois, 4,85 millions, c'est de l'argent, c'est pas 10,5. Échanger Price, c'est la solution logique. Tu pourrais faire passer l'argent que tu as disponible de 8,7 à près de 20 millions. Tching! Évidemment, ça va coûter quelque chose. Considérant par contre que c'est une seule année de contrat qui reste à Carey et une année de contrat où le plafond fait un bond substantiel, je serais extrêmement surpris qu'on parle d'un choix de première ronde, comme le CH a reçu, entre autres, pour prendre le contrat de Sean Monahan des Flames de Calgary il y a quelques années. Avec l'augmentation du plafond salarial dont je viens de parler, ben pourquoi je disais qu'en plus, une année où le plafond fait un gros bond, c'est que le plancher fait la même chose. Tu as donc beaucoup d'équipes qui vont devoir atteindre le plancher, pour qui ça va peut-être être un peu plus difficile que ça a été ces dernières années. Le plancher devrait se situer aux alentours de 70 millions. Pour vous donner des exemples, une équipe comme les Sharks de San Jose est présentement à 51 millions en vue de la prochaine saison, avec aucun joueur notable à re-signer. Les Sharks, candidat intéressant. Tu as d'autres formations comme les Ducks, les Blue Jackets. Anaheim, de son côté, a des augmentations salariales à prévoir. Je pense aussi
qu'on va peut-être faire quelques transactions pour améliorer l'équipe. Je pense vraiment que les Ducks sont rendus à essayer de faire les séries la saison prochaine. Columbus, ça semble en effet un autre bon candidat. Puis là, je viens de nommer 3 équipes comme ça, mais il y en a d'autres. Parce que des équipes pour prendre le contrat de Price maintenant qu'il reste une petite saison, ça se trouve. Est-ce que ça se trouve facilement? Peut-être pas, mais ça se trouve guaranteed. Et je pense honnêtement que ça va être une des premières annonces du Canadien, voire même la première annonce du Canadien une fois les séries terminées en termes de mouvement de personnel. Bon, je dis une fois les séries terminées, là, mais tu as le droit de faire des échanges en série. On se souvient bien sûr de la transaction Linus Ulmark l'an dernier en pleine finale, mais règle générale, les équipes attendent la fin des séries juste pour laisser les feux de la rampe, là, entre autres à la finale. Mais bref, peu importe quand, oui, je pense que ça va être la première annonce de mouvement de personnel du Canadien. Et malgré tout ça, je sais pas pour vous, il y a quand même c'est quelque chose, là, l'idée que Price soit échangé qui me chicote, même si on le sait pertinemment, là, c'est une technicalité, il jouera pas l'an prochain, il a quand même fait l'entièreté de sa carrière avec le Canadien. Ça reste que si le Canadien transige Carey Price, la publication qui va venir avec, je sais pas, va venir avec une douce nostalgie. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu es d'accord que le Canadien doit transiger le contrat de Price pour se donner le maximum de marge de manœuvre ou tu préfères une autre option? Laisse-moi savoir en commentaire. T'as aimé ce que tu viens d'écouter? Écoute un autre de mes contenus disponibles juste ici. Et comme toujours, on se reparle. Ciao!